Isabelle Queval, vous êtes philosophe, maître de conférences à l'université Paris-Descartes. Nos entretiens ont déjà fait l'objet d'un premier volet autour des idées d'accomplissement de soi et de dépassement de soi, ce qui a fait l'objet d'ailleurs de votre premier livre, S'accomplir ou se dépasser, essai sur le sport contemporain. Notre deuxième volet va être consacré au corps aujourd'hui, qui est d'ailleurs le titre d'un de vos derniers livres, paru chez Gallimard. Alors, ce corps aujourd'hui, qui est un corps produit, qui est un corps nouveau, c'est un corps qui a fait l'objet, dites-vous, d'une véritable révolution. Les termes sont forts. Que faut-il entendre par ces termes, par ce terme de révolution? Alors, la révolution du corps, c'est depuis la fin du XXe siècle, et les dernières décennies du XXe siècle et le début du XXIe siècle, cette capacité incroyable que nous avons à mieux soigner le corps, que la médecine a à mieux soigner le corps, à le réparer, à prévenir les maladies, mais aussi c'est ce fantasme qui est entré dans les mentalités de pouvoir justement, parce que le corps était mieux soigné et mieux entretenu, de pouvoir le produire, c'est-à-dire d'en devenir le maître, d'en devenir le concepteur presque, c'est-à-dire de penser un corps qui soit dominé par la volonté d'être plus sain, d'être plus jeune, d'être plus beau, d'être plus en forme. Et d'une manière générale, cette volonté articulée autour du progrès technique de lutter contre la nature et le hasard. La révolution du corps au XXIe siècle, c'est cette capacité nouvelle que les moyens techniques ont donné de lutter contre la nature et le hasard pour produire un corps qui est soumis à la volonté collective ou à la volonté du sujet. Et ce corps produit est un corps rationnel. Il y a un travail de rationalisation du corps. Il y a un travail de rationalisation, d'abord parce que la science, elle, effectue ce travail de rationalisation et que depuis la fin du XIXe siècle, tout a été dans le sens d'une investigation meilleure du corps, c'est-à-dire une pénétration de ses ressorts intimes par la multiplication des dissections, par exemple, au milieu du XIXe siècle, par une meilleure exploration de tous ces territoires corporels répartis en autant de spécialités médicales, jusqu'à aujourd'hui, cette dernière réalité médicale, on va dire cette dernière frontière qu'est le cerveau et qui est constamment et journellement investiguée de manière de plus en plus pointue. Donc toute cette investigation conduit à des connaissances qui sont évidemment bien meilleures et entretient cette idée que nous pouvons justement, de manière rationnelle, par la volonté, aller vers le corps que nous voulons. Et ce corps, soumis à des modèles qui sont collectifs, qui sont sociaux, la bonne santé, encore une fois, la jeunesse éternelle, la bonne forme, ces modèles-là sont repris, subjectivés par les individus, c'est-à-dire repris à leur propre compte. Et chacun décide en quelque sorte un nouveau destin qui, très paradoxalement, passe par cette réussite, cette excellence corporelle. Ce qui est très paradoxal en ce début du XXIe siècle, dans cette contemporanéité, c'est cette idée que l'espoir du sujet, l'espoir de la réussite de sa vie, vient par le corps. Alors, évidemment, le corps aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans la réponse, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que vous disiez, après d'autres, que le corps aujourd'hui, c'est un corps qui se dématérialise, c'est un corps qui disparaît. Alors que vous dites tout à fait le contraire, c'est-à-dire que si les techniques de communication, si la téléprésence, etc., en effet, font, entre guillemets, disparaître le corps, c'est pour le voir réapparaître et peut-être même augmenter. On pense évidemment ici à l'idée de Michel Serres, le corps perd, il n'y a pas de perte sanguine. Alors qu'est-ce que c'est que cette augmentation paradoxale du corps? Ce qui s'est matérialisé, c'est la société et ses valeurs. D'autant plus que depuis la fin du XXe siècle, nous avons perdu ces grandes transcendances religieuses, politiques, qui conduisaient la vie des individus, qui structuraient leurs identités. Nous avons pu observer un essor de l'individualisme consécutivement à cela. Et cet essor de l'individualisme va de pair avec une matérialisation de l'existence, c'est-à-dire un attrait pour les biens de consommation, pour l'ici et maintenant, pour ce que je possède. Or, ce que je possède, justement, dans ce début du XXIe siècle, c'est cette capacité d'améliorer le corps, de l'entretenir tout au long de l'existence, de mieux le soigner. L'augmentation de l'espérance de vie atteste d'une manière objective de ces progrès-là. Et ces progrès-là, repris
par les fantasmes individuels, eh bien, conduit à ce qu'on projette justement un corps tout à fait maîtrisé, et cette maîtrise va jusqu'à la possible augmentation, c'est-à-dire la fusion du corps avec l'artifice, la technologisation du corps, et le fait que le corps, effectivement, ne disparaît pas, il se modifie, et il se modifie notamment dans ses relations avec la technique. Notre corps, le corps contemporain, puisque c'est de ce corps dont il s'agit, c'est pas simplement un corps donné, un corps subi, c'est aussi un corps créé et un corps choisi. En quoi le corps est-il choisi aujourd'hui ? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la pensée et des penseurs qui ont écrit et qui ont valorisé la raison à partir de réalités personnelles ou de réalités corporelles qui étaient vécues dans la douleur, justement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons sur notre corps de réelles modifications qui améliorent la santé, qui prolongent la vie, qui améliore le confort de la vie longue à partir d'un corps qui n'est plus vécu comme une souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait nouveau, avec une palette qui n'a jamais été aussi riche de moyens techniques, que ce soit des moyens médicaux, des moyens diététiques, des moyens chirurgicaux, esthétiques, des moyens sportifs, d'améliorer constamment et d'entretenir ce corps avec cette idée qu'il est notre capital. La grande idée, c'est celle-ci, c'est-à-dire projeter sur cette société riche, industrialisée évidemment, et non pas sur les autres qui manquent de tout ailleurs dans le monde, mais projeter sur cette société riche et industrialisée cet idéal d'un corps capital, c'est-à-dire d'un corps qui s'entretient au jour le jour et qui peut, selon la volonté du sujet, constamment s'améliorer dans les détails. Nous sommes dans le registre d'une perfectibilité indéfinie du corps. Et là, évidemment, réside le grand espoir, qui est aussi un fantasme d'immortalité, fantasme de ne jamais vieillir, fantasme d'écarter toujours les maladies, fantasme dans lequel sont pris les individus d'aujourd'hui. Comment pensez-vous le rapport de ce corps nouveau avec la construction de notre identité, ou peut-être le siège de notre identité ? Si les grandes transcendances ont disparu, si les perspectives religieuses et politiques qui avaient animé nos sociétés jusqu'au milieu du XXe siècle ont disparu, ce que nous avons perdu en même temps, ce sont les ailleurs, ce sont les au-delà. Nous reste une vie terrestre, une vie relativement matérialiste dans laquelle nous investissons sur la base de consommation, sur la base d'aspirations immédiates. Et dans cette vie sur laquelle nous sommes en quelque sorte ramenés, rabattus, eh bien, nous avons cette capacité à espérer la vie longue. Et la vie longue, l'espoir de la vie longue, voire de la vie très longue, vivre centenaire et au-delà, cette vie longue est devenue la vie bonne. Ce qu'on a toujours appelé en philosophie la vie bonne, et qui n'est pas sans connotation morale, eh bien aujourd'hui, cette vie bonne, elle nous est prescrite par les médecins, par le corps médical, dans cette perspective-là. La vie la plus longue possible, et si possible en meilleure santé. Voilà ce qui est aujourd'hui la vie bonne, et voilà comment les individus sont en quelque sorte sommés de se réaliser. Alors ça n'est pas sans connotation morale, et ça n'est pas non plus sans culpabilité, car je risque, par mes comportements, par mes conduites déviantes, on va dire, je risque de déroger à cet idéal, je risque de tomber malade trop jeune ou de mourir trop jeune, et à ce moment-là, j'en serai le seul responsable. Cette grande liberté du sujet démocratique, évidemment, s'assortit d'une très grande responsabilité par rapport à ses choix. Et là, en matière de corps et de vie du corps, cette responsabilité s'assortit aussi d'une très grande culpabilité. Ne pas suivre toutes ces injonctions que nous entendons tous les jours, c'est prendre le risque, justement, de tomber malade ou de mourir trop jeune. Voilà comment le sujet est investi, justement, dans son destin. Voilà pourquoi je disais que l'espoir vient par le corps.
et que le corps est présenté comme un capital. Donc à la fois nous sommes notre corps et le corps est technique, ce qui peut sembler difficilement conciliable, ou alors au point d'une sorte de technicisation de l'identité. Alors nous sommes notre corps parce que nous avons subjectivé, assumé un certain nombre de valeurs qui font de notre corps notre identité. Nous sommes dans une société de l'apparence, nous sommes dans une société de l'image, nous sommes dans cette société qui projette pour tous la vie longue et en meilleure santé. Ces valeurs-là, nous les assumons, nous les subjectivons, nous les faisons nôtres, ce sont celles du sujet. Et en même temps, tout cela ne se fait pas sans une certaine distanciation par rapport au corps, c'est-à-dire sans une certaine instrumentalisation. Ce corps qui est moi est aussi une matière. Et cette matière, je la travaille, je la sculpte quotidiennement, je l'entretiens, je la répare et je peux même envisager aujourd'hui de l'augmenter. Donc le corps est une matière, mais cette matière est moi. Voilà cette ambivalence qui à la fois concerne l'identité du sujet et la considération d'un corps-objet. La vie bonne, c'est la vie longue. Cette vie longue, elle s'obtient au prix d'un travail sur soi, de suivre un certain nombre de normes sanitaires, de normes médicales, d'entraînement, etc. Est-ce qu'on n'assiste pas à une nouvelle figure, là où était le prêtre, le philosophe, la figure de la sagesse antique, qui est la figure du médecin? Car finalement, le médecin devient un élément absolument essentiel dans cet impératif savoir pour pouvoir. Le médecin, la médecine, en général, sont les nouveaux moralistes. C'est-à-dire ce qu'on allait autrefois chercher comme conseil de la vie bonne auprès du philosophe, du directeur de conscience, du prêtre, éventuellement du professeur. Nous allons aujourd'hui le chercher auprès de la médecine. C'est elle qui dit comment bien vivre, pour autant qu'on admette ce postulat, c'est-à-dire que la vie bonne soit la vie longue. C'est aussi un postulat qui pourrait être contesté au vu de toutes les carrières brillantes qui, dans l'histoire, que ce soit des carrières de musiciens ou de poètes, se sont terminées par des vies écourtées, justement. C'est un postulat qui peut être discuté, mais en tout cas, c'est celui de notre société. La vie bonne et la vie longue. Et qui permet d'accéder et de sculpter, de cultiver cette vie bonne? C'est la médecine, c'est le corps médical, c'est le médecin qui nous dit ce qu'il faut manger, les comportements qu'il faut éviter, etc. Alors ça, c'est un fait objectif qui relève évidemment de la connaissance médicale, de la connaissance scientifique, mais c'est aussi un fait moral, puisqu'un jugement moral est porté sur nos conduites. Et ce jugement a des incidences qui peuvent être par exemple politiques, lorsqu'on gère la prévention de l'hygiène publique, des incidences aussi économiques, lorsque une banque ou une société d'assurance va décider de refuser un prêt ou d'accorder une prime en fonction des conduites alimentaires, par exemple, que vous avez, en fonction de vos comportements, en fonction de votre poids ou de votre hérédité. De la même manière que, par exemple, l'obésité est aujourd'hui stigmatisée dans la société, non pas seulement à titre médical, mais aussi à titre moral. On le voit lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire payer 2 places dans les transports à des personnes obèses. De cette même manière-là, un jugement moral est assorti à ces considérations médicales. Alors, à chacun de construire son destin, et la construction du destin de chacun, elle fait avec le corps et avec la nécessité de construire son corps. Donc d'un côté, on pourrait se dire quelle liberté nouvelle, quelle ouverture sur un avenir dont on aurait la responsabilité, en tout cas, de le réaliser. Et d'un autre côté, tout ça est rapporté à des normes qui sont extrêmement strictes, des normes au fond collectives qui sont imposées, en particulier par les médias, par la publicité, peut-être même par l'éducation. Et derrière tout cela, il y a une notion importante qui occupe une place dans votre travail, c'est l'idée d'un paradigme médico-sportif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce paradigme médico-sportif? Alors, nous ne pouvons pas faire l'économie de cette perspective de la vie longue. Et nous sommes responsables de notre meilleur destin et de notre meilleur destin corporel. À partir de là, nous prenons en charge cette dynamique et nous la prenons d'autant plus en charge que nous sommes effectivement très libres.
Mais cette liberté n'est pas exempte, comme vous le dites, n'est pas exempte de normes. Et elle est traversée par des normes. C'est-à-dire que cette vie longue et cette vie bonne, elle a ses conditions. Et ces conditions, c'est le fait de respecter un certain nombre d'injonctions qui nous permettent de rester sains et si possible jeunes, et si possible minces, et si possible en forme. Donc tout ceci est lié, c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire l'économie de cette norme qu'est devenue, dans l'idéal, la vie longue. À partir de là, nous mettons en jeu un certain nombre de moyens. Ces moyens sont pour l'essentiel du registre médical et du registre sportif. C'est-à-dire que tous les jours, nous sommes invités à bien nous soigner, à bien entretenir notre corps et à bouger. Bouger, manger, disent les slogans qui accompagnent les publicités alimentaires. Bouge ta santé, c'est le slogan de l'Institut national pour l'éducation à la santé. Tous ces slogans-là nous ramènent à une sorte d'activisme sportif, c'est-à-dire que le sport est entré dans nos mœurs avec cette perspective aussi médicale et d'amélioration de la vie. Et nous assistons donc à une sportivisation des mœurs et des corps en fonction de ce paradigme-là. Donc il y a une sorte d'impératif kinétique, on parlait de cet impératif kinétique, il faut bouger, la nécessité du mouvement. On pourrait dire que cette nécessité de bouger, on pourrait la trouver dans des traditions antérieures, mais aujourd'hui c'est le modèle sportif qui capte d'une certaine façon l'exigence du mouvement, l'exigence de l'exercice. Alors comment se construit finalement dans notre culture, dans nos sociétés modernes, comment se construit cette captation ? Alors, le modèle sportif fonctionne sur plusieurs registres. D'abord, il fonctionne sur le registre de l'image, c'est-à-dire que le corps sportif est présenté comme étant beau. Le corps du champion est souvent jeune, beau et dans la pleine forme justement de sa performance. Donc ça joue, évidemment, ça a un impact sur les mentalités. Et puis, ce corps sportif, on a appris et on a intériorisé qu'il pouvait s'acquérir à partir de règles, c'est-à-dire à partir d'une vie qui était construite autour d'un certain nombre d'impératifs. Ne pas fumer, ne pas trop s'alcooliser, essayer de bouger, essayer de s'entraîner. Donc voilà quelque chose qui est rentré dans les mœurs, justement, à mesure aussi que les sociétés s'urbanisaient et que les sociétés devenaient de plus en plus sédentaires. C'est-à-dire que le corps s'est vu sommé de se construire à partir d'activités qui étaient décidées, d'activités qui étaient voulues, des activités qui se situaient dans les temps de loisirs. C'est là le grand succès aussi du sport moderne, c'est qu'il a relayé des activités physiques qui étaient vécues dans le monde du travail, rural ou ouvrier, qui n'étaient pas vécues comme des loisirs et qui n'étaient pas forcément choisis, et qu'il est venu là assortir un modèle esthétique avec une capacité de choisir dans ses loisirs, de bouger pour pouvoir être en meilleure santé et correspondre à ce modèle-là. Voilà, ça c'est un lien qui est très fort entre les deux. Et puis le dernier point, c'est que le sport est aussi lié avec la notion de performance et que notre société, elle est traversée par l'idée de performance, que ce soit dans le monde professionnel, de l'entreprise, de l'université. Nous savons bien que nous vivons sur ces ressorts du culte de la performance avec tous les déboires ou les critiques d'ailleurs qui peuvent lui être adressées, mais le sport, c'est le modèle de ce culte de la performance. Et pratiquer un sport, bouger, s'entraîner, cet activisme kinétique, il répond aussi. Et les entreprises ont utilisé ce modèle sportif et utilisent des grands champions parfois pour leurs conférences de mobilisation des employés. Le sport sert de modèle de performance à une société qui court après la performance. Alors d'un côté, il y a cette vie bonne, ou cette vie heureuse, qui est une vie longue. Il y a là d'ailleurs une référence qui est quasi quantitative, et en même temps qualitative, comme si le qualitatif était subordonné au quantitatif. La longueur ferait la bonne vie. Le sport a sa part, bien évidemment, dans cela, et peut-être un sport qui est ici
plus flou, à savoir ce peut être le sport loisir, ce peut être la nécessité d'entretenir son corps. Mais en même temps, le sport est un lieu, et surtout le sport de haut niveau, un lieu d'expérimentation. On n'est plus ici dans le modèle d'une sorte de sagesse déplacée vers le sport. Se profilent d'autres pouvoirs, médico-sportifs justement. Alors ce que nous aura appris la fin du XXe siècle et ce que nous observons aujourd'hui, c'est la dissociation entre cette sphère du sport de masse, qui est la sphère de l'exercice physique, celui qui est préconisé justement pour le maintien de la bonne santé, et puis la sphère de ce qu'on appelle le sport de haut niveau, apparu à la fin du XXe siècle, ce sport de la très haute compétition, où tous les paramètres dans la recherche de performance sont extrémisés. Travail sur les matériels, sur les matériaux, sur l'accompagnement médical, sur la diététique, sur les techniques, sur les gestuels, évidemment aussi sur le dopage. Tous ces paramètres-là font du sport de haut niveau, en plus d'être une activité économique avec ses codes propres et son marché propre, font du sport de haut niveau une sphère tout à fait à part. Et sans doute doit-on regarder cette sphère-là avec un regard critique ou avec un regard inspiré de valeurs qui s'inversent parce que ce sport de haut niveau nous présente justement un monde de l'excès, alors que l'exercice physique qui nous est préconisé par la médecine tendrait à nous procurer l'équilibre et l'harmonie. Et on observe cette dichotomie qui ne cesse de s'accentuer entre un sport de l'exercice physique ou du sport de masse ou de l'éducation physique qui vise à l'équilibre et à l'harmonie de l'individu et un sport de haut niveau qui, lui, met sous tension des athlètes, des psychismes et des corps jusqu'au point de rupture, avec évidemment les cassures que l'on connaît en termes de blessures chroniques, de phénomènes de dopage, de reconversion parfois désastreuse de ces grands champions. Et là, effectivement, ce modèle-là du sport de haut niveau est à questionner, sans doute selon le paradigme médico-sportif, sans doute comme un laboratoire expérimental, et ce sont ces excès mêmes qui sont intéressants parce qu'ils parlent à notre société et nous permettent de lire la société d'aujourd'hui. Il y a tous ces excès, mais considérons que chaque fois qu'il y a un impératif kinétique, bougez, soignez-vous, menez une vie saine pour avoir une vie longue, c'est-à-dire une vie bonne, ça veut dire aussi que celui qui ne suit pas ces prescriptions se trouve coupable, se trouve à la fois qualifié d'être un individu qui condamne sa vie, mais aussi un mauvais citoyen. Il y a donc un poids moral ici considérable. Voilà, le poids moral est considérable parce que la norme médicale est devenue une norme morale. Et qu'elle est liée maintenant à ce que vous dites, c'est-à-dire des impératifs qui sont pour beaucoup économiques. Comment financer la maladie de personnes qui n'ont pas respecté ces règles de bonne santé, ces règles médicales, comment interdire ce qui coûterait à la société en termes de pathologies déclenchées par toute forme de prise de risque, et d'une manière générale, comment s'inscrire dans une société avec d'autres choix que cette vie longue et cette vie saine. C'est aussi la perspective du choix d'Achille à laquelle nous sommes ramenés, pas simplement dans le sport de haut niveau et les risques du dopage, aussi dans le quotidien de tout un chacun qui voudrait éventuellement refuser ce modèle-là et vivre comme il le souhaite, tous excès et tout risque possible, sans considération de cette perspective normative. Mais cette perspective normative, elle est forte. Elle est pesante, voilà. Et elle est reliée justement à des conditions politiques et économiques qui sont elles aussi assez pesantes. Vous avez parlé tout à l'heure de diététique. Il y a à l'heure actuelle tout un ensemble de prescriptions concernant les nourritures allégées, etc. Vous montrez très bien cette idée d'allègement qui va avec le corps sain, avec un corps quasi transparent. Nourriture allégée, on ne sentira pas son corps, donc on aura un corps en pleine santé. Mais d'un autre côté, vous montrez très bien que ces nourritures allégées, elles s'accompagnent toujours de suppléments. Les
les oméga 3 par exemple. Cette idée de nourriture supplémentée qui vont de pair avec les nourritures allégées, ça pose un certain nombre quand même de questions de fond concernant par exemple le dopage. Qu'est-ce que c'est que le dopage au fond, sinon d'une augmentation des performances, une augmentation des capacités par des adjuvants? Alors, sur le premier exemple des aliments allégés, on retrouve là l'un des grands fantasmes de notre société, qui est le fantasme de pureté. Bon, pureté des aliments, purification des graisses, allègement du corps, traçabilité de l'alimentation. On voit bien que là, il y a quelque chose de très lourd aussi qui traverse nos consommations concernant l'alimentation. Ça n'est pas d'ailleurs sans confusion, car souvent on associe le naturel au pur, et on associe le pur au sain, et on retrouve là une espèce d'axe normatif qui confond ce que peut être réellement la nature, c'est-à-dire beaucoup de mixité, qui confond la santé avec la pureté, et qui là essaie de retrouver une sorte de virginité au travers des images de blancheur qu'on voit associées dans la publicité, au thème du lait, etc. Bon, ça c'est une première chose, l'idée qu'on pourrait purifier. Bon, comme si c'était la solution en matière d'ailleurs d'alimentation, comme en matière de langage, comme en matière de société, comme si ça pouvait être une sorte de solution miracle. Et puis la deuxième idée, c'est qu'effectivement, nous avons un terrain social qui est préparé justement par ces mêmes publicités, terrain social préparé non pas forcément pour le dopage, mais pour l'idée du dopage, c'est-à-dire l'idée d'une alimentation supplémentée, d'une alimentation améliorée, d'une alimentation augmentée. Et toutes ces publicités, pour les céréales, pour les enfants, pour les yaourts, pour les potages, nous vantent toujours des produits qui sont enrichis en quelque chose, en vitamines, en minéraux, etc. C'est-à-dire effectivement d'une alimentation qui est censée procurer une amélioration, qui est censée favoriser la performance. Et là, on perçoit bien cette confusion entre bien-être et mieux-être, entre santé et performance. Aller bien, en réalité, c'est aller mieux. Être bien dans sa peau, c'est être capable de performance quotidienne, aller travailler, parler en public, être en forme dans une soirée. Tout ça se conçoit à partir de l'alimentation, c'est-à-dire aussi à partir du thème de l'oralité, boire et manger entre guillemets de bons produits, et on voit bien comment cette expression des bons produits est connotée à la fois du point de vue alimentaire, médical et de celui des drogues. Les bons produits, qui sont-ils? Des produits qui vont favoriser la performance. Et donc, beaucoup plus large que le simple phénomène du dopage sportif, et encore plus que le simple phénomène du dopage sportif de haut niveau, beaucoup plus large, un terrain social se prépare qui peut favoriser un certain nombre de conduites addictives, pas forcément à des produits interdits, mais à d'autres produits, des compléments alimentaires, des alicaments, diverses injections que l'on peut trouver de manière plus ou moins légale dans le commerce, etc. Donc cette idée-là, elle est une base beaucoup plus large que le simple phénomène du dopage. Et elle est intéressante aussi parce qu'elle montre comment, animée par ce culte de la performance, notre société est aussi traversée par ce qu'on appelle les attitudes dopantes, c'est-à-dire dépendance psychologique à l'idée que je ne peux effectuer une performance qu'en ayant consommé des produits, et si possible des produits enrichis en. Voilà l'articulation du raisonnement, voilà comment aussi se préparent des mentalités, et voilà comment n'est pas surprenant ce phénomène du dopage et du dopage de haut niveau lorsqu'il s'inscrit, et lorsqu'on voit comment il s'inscrit sur cette perspective sociale plus large. Dans tout ce que vous dites, il y a ce constat, au fond, de cette course en avant, ce corps à construire avec un avenir qui est un avenir indéfini ici. En même temps, il y a une certaine conscience, par exemple, dans le milieu scolaire, dans le milieu pédagogique, de contester un peu la recherche systématique de la performance, le stress. Il y a quelques militants dans le système éducatif qui vont contre cela. Ce qui est curieux, c'est ce décalage entre ce qui va finir par être admis
dans le système éducatif et le modèle ou le paradigme médico-sportif qui continue à imposer finalement ces impératifs. Alors, le seul domaine social où le culte de la performance n'est jamais contesté, ou en tout cas pas de manière efficace ni probante, c'est le sport de haut niveau. Dans beaucoup d'autres domaines de la société, le monde de l'entreprise, avec la réflexion sur le stress, le constat de la dépression nerveuse généralisée, etc., qui touche nos sociétés, dans le monde de l'école où on s'interroge sur les rythmes scolaires, etc., cette réflexion a ses amorces, même si on n'a pas forcément les solutions, même si le culte de la performance continue à traverser notre société. Ce qui est évidemment frappant dans le monde scolaire, c'est la façon dont l'image sportive, l'image du sportif de haut niveau et du champion, la façon dont cette image porte, à tel point que dans le milieu scolaire, on ne parle plus que de sport et que les élèves disent « j'ai sport » pour dire « j'ai un cours d'éducation physique et sportive ». On appelle les profs de gym, les anciens profs de gym, on les appelle les profs de sport. Donc le modèle sportif, au travers de l'image du sport de haut niveau, s'est imposé dans le milieu scolaire, au détriment probablement de ce qu'étaient les valeurs de l'éducation physique, historiquement ancrées autour de l'idée de santé, d'hygiène, de bien-être, d'équilibre, etc. Donc il y a une espèce là d'ambivalence aussi qu'on retrouve dans l'expression. EPS, c'est en soi le résumé, l'abrégé de toute une histoire de conflit entre l'éducation physique et le sport. Mais il y a quelque chose de difficile à tenir pour les enseignants, c'est le partage entre cette force du modèle du champion et de véritables questions d'apprentissage et de pédagogie qui fassent du sport non pas simplement une activité de haut niveau et de performance, mais aussi une activité d'accomplissement de soi, de perfectionnement de ses qualités, d'apprentissage moteur et autres. Et la question n'est pas d'ailleurs de supprimer la compétition du milieu scolaire, car la compétition elle-même peut-être, et elle est éducative, elle est effectivement l'apprentissage de l'émulation, de la victoire, de la défaite, de la relation aux autres. Voilà, certains veulent parfois éradiquer la compétition de l'éducation. Ça n'est pas ça l'idée. Mais encore une fois, c'est l'idée de pouvoir trouver et apprendre un sens de la mesure et du bienfait de l'exercice physique et de la pratique sportive, et je ne chasse pas ce mot de sport de l'univers de la pédagogie, de trouver la part de cette mesure par rapport au modèle si prégnant qu'est le modèle du sport de haut niveau, modèle qui est par ailleurs extrêmement contestable. Donc il y a, vous dites, une sportivisation des mœurs et du corps et des corps. Ça, c'est un processus que l'on pourrait repérer dans la moyenne durée, depuis peut-être la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Mais avec la transformation même de la sportivisation, c'est-à-dire avec l'intervention du pouvoir médico-sportif, il y a peut-être un changement qualitatif, c'est-à-dire que cette sportivisation, elle va s'accompagner d'une transformation en profondeur et des mœurs et des corps. Alors il y a très, très probablement une transformation en profondeur qui s'effectue, de par le fait que justement la volonté individuelle et collective a prise sur la nature et sur le hasard. Il y a une capacité très riche de modifier son corps et d'en jouer d'une certaine façon, grâce à la palette des moyens techniques à disposition. Et donc, effectivement, le corps peut aussi devenir cet objet fétiche, cet objet d'une perfectibilité indéfinie, infinie, toujours en chantier, qui me sert d'identité, dont je peux changer et que je peux modeler justement à mon gré. C'est vrai qu'il y a aussi une variabilité possible de mes apparences. Alors, la différence entre le paradigme médico-sportif et d'autres paradigmes qui seraient celui de l'art, par exemple, de l'esthétique, c'est que ce paradigme médico-sportif requiert pour ces modèles un certain type de temporalité. Ce corps sportif, ce corps sculpté, ce corps mince, je le construis malgré tout dans le temps, par un entretien médical, par un régime diététique, par une sportivisation de mes activités.
n'est pas tout à fait la même chose de changer de look vestimentaire ou de, par exemple, se faire poser un piercing ou des choses comme ça, et d'entretenir un corps selon ce paradigme-là. Le rapport à la temporalité est sensiblement différent. Je ne peux pas en changer tous les jours. Je peux changer tous les jours de look. Je peux être effectivement dans ce que certains décrivent comme un hyper choix des apparences. Ça, je peux le faire du point de vue du look, du point de vue vestimentaire et d'autres attributs éventuellement. Je ne peux pas le faire d'après ce paradigme-là, parce qu'il faut une certaine temporalité, une certaine durée pour construire ce corps sain et performant. Et c'est pour ça que je considère que ce paradigme médico-sportif, il a sa spécificité, il est un axe fort des représentations du corps aujourd'hui, et il implique en même temps un rapport intéressant et nouveau du sujet au temps, à la temporalité. Donc finalement, la marge de manœuvre, elle est très faible, pour ne pas dire tendant vers le nul, entre d'un côté le corps choisi, tout ce qui serait à rapporter à l'individualisme contemporain, l'hyperchoix dont on a parlé tout à l'heure, et de l'autre la puissance des normes qui s'imposent d'une manière très draconienne. Donc ici, ce qui est en cause, c'est peut-être de retrouver quelques vieilles notions comme celle, je sais pas, d'aliénation par exemple. Est-ce que c'est une nouvelle aliénation ? Il y a probablement une forme d'aliénation dans le rapport addictif à ces contraintes. Et on le voit notamment dans le rapport au temps. C'est-à-dire que dans l'absolu, et je dirais même dans l'absurde, si on veut se plier à la totalité de ces injonctions, si on veut consacrer tout le temps nécessaire à entretenir son corps et à le sportiviser et à le dynamiser et à suivre tous les examens médicaux nécessaires, finalement, on ne ferait que cela. Et plus l'on vieillit, plus finalement essayer de gagner du temps sur la vieillesse et sur la mort est en réalité au quotidien en perdre dans l'entretien permanent de soi. Donc comme en toute chose, évidemment, c'est la mesure qui semble la bonne voie, mais il y a une capacité, un potentiel addictif dans ce rapport aux normes et aux injonctions, tellement, effectivement, ces normes et injonctions pèsent sur notre société. Et donc là, on a effectivement une part qui est très subjective à trancher entre ce qui libère et ce qui aliène. Mais d'une manière générale, le rapport au corps, lorsqu'il ressortit de la notion d'entraînement, par exemple, met en jeu ces deux notions-là, c'est-à-dire la libération ou la liberté acquise par une maîtrise du corps, un silence des organes, comme disait Le Riche, quelque chose qui est de l'ordre de l'automatisme, et en même temps une aliénation provoquée par l'acquisition de ces automatismes. On a ça chez le sportif champion parce qu'il sait bien que pour parvenir à l'état de grâce ou aux gestes qui semblent exceptionnellement aisés qu'ont certains joueurs de tennis ou certains gardiens de but ou certains patineurs artistiques, etc., cette grande liberté exprimée, en réalité, résulte d'une grande automatisation, de beaucoup d'entraînement, et que la part entre liberté et aliénation, elle est là extrêmement ambivalente. Alors c'est la même chose pour le sportif ou le citoyen ordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement entretenir son corps et vivre vieux dans un corps confortable peut procurer de grandes libertés, et en même temps devenir dépendant de toutes ces techniques de modification du corps et y consacrer tout son temps et tout son argent, c'est aussi le signe d'une aliénation. Alors, il ne faut pas se méprendre. C'est vrai, quand je parle d'aliénation, on pourrait imaginer que votre discours est un discours catastrophiste. Ce n'est pas le cas. Vous ne produisez pas de jugement de valeur. C'est une approche philosophique, anthropologique. Si, d'une certaine manière, nous avons été libérés de notre corps, cela aussi est bénéfique. Le corps peut être réparé. La chirurgie a fait des progrès considérables. C'est certainement une bonne chose de prendre soin de soi le plus longtemps possible. Mais en même temps, le fait de libérer son corps, c'est nous livrer totalement à lui. C'est cela qui est saisissant, c'est cette ambivalence. Jamais on ne peut mener une critique de la technique, et en particulier de la technique médicale, sans considérer que les conditions de vie dans les pays, encore une fois riches et industrialisés de ce XXIe siècle, sont
amélioré sans commune mesure avec ce que les générations précédentes et ce que l'histoire de l'humanité a connu. Ça, c'est quelque chose qui est incontestable. Au milieu du XVIIIe siècle, l'espérance de vie était de 25 ans. Aujourd'hui, elle est, dans un pays comme la France, de plus de 80 ans. Et non seulement on peut vivre jusqu'à 80 ans et plus, mais on le fait dans un corps beaucoup plus confortable. C'est-à-dire qu'il y a des gens de 70 ans et plus qui font des compétitions sportives ou qui font des sauts en parachute ou qui tout simplement, sans être dans la performance, font des voyages lointains. Ça, c'est quelque chose qui, je dirais, en soi, interdit toute critique radicale du progrès médical et du progrès technique. Ce fait d'être livré à son corps dépend de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée que, effectivement, nous n'avons pratiquement plus que lui aujourd'hui pour satisfaire aux critères de la vie bonne. Et j'en reviens à cette idée de la vie longue, c'est-à-dire que c'est par lui que nous allons réussir. C'est par lui que nous allons nous maintenir socialement intégrés, que nous allons conserver une image acceptable et séduisante, que nous allons pouvoir confondre les générations, les mères se confondant avec les filles, et finalement cette espèce de pyramide des âges qui s'aplatit parce que les gens sont de plus en plus actifs. Donc c'est effectivement une manière d'être livré à son corps, mais c'est parce qu'il véhicule toutes ces valeurs qui sont celles de notre époque-là. Et que le maintenir avec les moyens dont nous disposons, encore une fois, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le maintenir en bonne santé conditionne toutes ces perspectives qui sont valorisées dans notre société. Mais alors, donc la vie longue, c'est la vie heureuse. Il y a là un modèle, des normes, nous l'avons dit. À l'intérieur de nos sociétés, sans parler de discours de classe, ne reprenons pas les schémas peut-être qui ne sont plus adaptés à l'évolution de ces sociétés. Mais est-ce qu'il n'y a pas là de nouveaux facteurs de discrimination sociale? Car finalement, ce corps sportif qui est un corps normatif, tout le monde n'est pas égal, je dirais, d'une certaine manière, à la fois culturellement, sociologiquement et économiquement, par rapport à cette norme. Est-ce que ce n'est pas un nouveau critère, au fond, de différenciation et donc de hiérarchisation? Bien sûr. Alors, non seulement nous espérons la vie longue, mais nous l'espérons en restant jeunes. Et là, évidemment, est le paradoxe. C'est-à-dire que nous nous projetons à 80, 90 ans ou 100 ans, mais nous nous projetons jeunes. Et tout le travail de l'entretien du corps, finalement, vise à réaliser ce fantasme-là, qui est de ne jamais vieillir ou de vieillir jeune. Bon. Ce qui explique en partie, et là aussi ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe, c'est-à-dire qu'on espère la vie longue et on valorise cette capacité-là, mais en même temps, on critique la vieillesse et on ne valorise, en particulier dans les médias ou dans la vie professionnelle, on ne valorise que la jeunesse. Donc ça traduit véritablement un rejet qui a été admis par nos sociétés occidentales, rejet de la maladie et de la mort. Nous ne voulons plus les voir, nous ne voulons plus les penser pour nous. Il n'y a qu'à voir comment sont vécus comme des traumatismes, comme des scandales, la mort des gens jeunes. Bon, quelque chose qui est devenu dans notre société inacceptable. Alors qu'autrefois, ça pouvait être perçu évidemment comme un grand malheur, mais comme une fatalité. Aujourd'hui, nous ne voulons pas. Et pour exemple, dans les conflits armés qui existent dans le monde, en particulier la guerre en Irak menée par les Américains, on voit bien que le seuil de 3 000 ou 4 000 morts de ces gens jeunes est un seuil indépassable, inacceptable pour une société qui s'habitue à ce que les gens jeunes ne meurent plus, à ce qu'on puisse écarter médicalement, techniquement la maladie et la mort. Cette idée-là, ces idées-là, la maladie et la mort, nous ne pouvons plus les penser, nous ne voulons plus les penser dans nos sociétés. Nous sommes accrochés à ce rêve prométhéen médical que finalement la médecine pourra pourvoir à tous ces malheurs-là, c'est-à-dire qu'elle pourra les résoudre. Nous sommes accrochés à ce vecteur-là. Et ce qui est important d'ailleurs, c'est le travail de Paul Lyonnais, c'est de montrer que le recul de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle fait surgir justement cet individu contemporain qui est au cœur de votre analyse, au cœur peut-être de cette recherche nouvelle d'identité. Alors évidemment, c'est une analyse décisive puisqu'on est
passer en l'occurrence de l'enfant subi à l'enfant voulu. Bon, ça c'est un seuil historique effectivement très, très important et qui explique en partie les difficultés de concevoir la relation affective aujourd'hui entre les parents et les enfants, la relation autorité, ce que l'on doit à ses enfants, ce que les enfants doivent aux parents, etc. C'est effectivement une analyse décisive. Ce qui est marquant dans notre société, c'est la façon dont nous sommes passés, je dirais ensuite, dans un processus logique, de désirer, en l'occurrence un enfant, à décider. C'est-à-dire quelque chose qui, là, dépend de la volonté et de la maîtrise. En matière de naissance, aujourd'hui, nous vivons sous l'ordre du décider. Et il paraît, là aussi inconcevable, que l'enfant décidé, l'enfant voulu, ne soit pas obtenu. Un petit peu, je dirais, à l'extrême, comme s'il était lui aussi un bien de consommation, c'est-à-dire comme il était, s'il était un signe extérieur de réussite. Un enfant, quand je veux, c'était le slogan des années 68, mais pour signifier que je n'en voulais pas trop, ni que je ne souhaitais pas pour une femme tomber enceinte sans l'avoir désiré. Mais ce slogan-là, il a été en quelque sorte détourné par cette idée que désirer est devenu décider. Et qu'en matière de naissance, aujourd'hui, nous voulons et nous exigeons de la médecine et nous exigeons aussi beaucoup de la loi que les parents qui souhaitent des enfants puissent les obtenir. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez frappant. Alors, l'alliance de la médecine et du sport aboutit déjà, aboutira davantage encore dans l'avenir, au corps-machine. On en a déjà parlé, mais ce qui est important, c'est encore là, une autre fois, le paradoxe qu'il y a entre d'un côté le corps qui définit mon identité et d'un autre côté le corps comme lieu d'expérimentation. J'aimerais qu'on insiste sur cette idée de corps-machine, qui est l'une des perspectives, je dirais, d'accomplissement de ce paradigme médico-sportif. Alors l'idée du corps-machine est évidemment très ancienne. Bon, elle a vécu chez Descartes, chez Lamétrie, selon ce modèle que le corps était, par exemple, comme une horloge animée par des rouages, des leviers, etc. La différence avec aujourd'hui, c'est que à l'époque, la machine était un modèle, et c'était un modèle qui permettait la compréhension du corps. Et aujourd'hui, la machine n'est plus simplement le modèle, elle est intégrée au corps. C'est-à-dire que le corps est fusionné avec l'artifice, le corps est technologisé et les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui sont tout à fait, là aussi, nouvelles et révolutionnaires puisque les ingrédients machinaux, les ingrédients artificiels, les ingrédients non naturels sont de plus en plus intégrés au corps, soit pour le soigner, soit pour augmenter ses performances. Et qu'une question évidemment qui a toujours existé mais qui se fait plus vive surgit, c'est la question des limites et des contours du corps humain, si ce n'est de ce qu'on pourrait appeler la nature humaine ou si ce n'est de ce qu'on pourrait appeler peut-être plus justement l'identité humaine. Alors cette question se pose lorsqu'on voit par exemple un athlète comme ce coureur sud-africain Oscar Pistorius qui pratique l'athlétisme avec des jambes amputées mais équipées de prothèses et qui approche par ses performances celles des valides, posant la question de partager la compétition des valides et posant aussi la question ou la perspective de ce qu'il en sera lorsqu'il les aura dépassés. Et on voit bien là qu'il y a un avenir du corps hybridé qui, très vite, si ce n'est aujourd'hui, pose la question des limites de l'identité humaine. Alors le corps hybridé, d'un certain côté, nous le vivons tous les jours, parce que nous sommes déjà hybridés techniquement à notre oreillette de téléphone, à notre automobile, à notre ordinateur. Nous vivons déjà cette fusion avec l'artifice, mais c'est d'autant plus parlant que cette fusion s'effectue dans le corps lui-même ou en modifiant la morphologie du corps ou en modifiant l'apparence du corps, comme c'est le cas de ces prothèses. Et là, de manière visuelle et spectaculaire, la question est posée de jusqu'où ira-t-on dans cette fusion-là. Et lorsque tous les organes auront été greffés ou interchangés ou remplacés par des organes plastiques, lorsque la dernière frontière qui est le cerveau aura été investiguée et elle aussi manipulée par des ingrédients chimiques, artificiels, etc., la question est qu'est-ce qu'il en est de
l'identité humaine, quels sont ses contours, quelles sont ses frontières, jusqu'où va-t-on, où s'arrête-t-on, que peut la loi? Ce sont des questions qui sont tout à fait actuelles et où l'on voit d'ailleurs au passage à quel point aujourd'hui, à la fois concernant le corps vivant et le corps mort, la gestion du cadavre, à quel point la loi, le juridique est sollicité au travers de toutes ces questions-là. Se pose le problème de cette question vieille affaire, à savoir qui suis-je ou que suis-je, ce qui n'est pas la même chose, mais la réponse devient de plus en plus problématique. Comment répondre à cette question de l'identité, sachant que mon identité est à rapporter à mon corps, que mon corps augmente, il y a une augmentation du corps, le corps appareil, on va peut-être aller vers des exosquelettes. Comment, sachant que toute perte s'accompagne d'un gain, quel gain possible de toutes ces pertes en perspective? Alors, la question historique, c'est où se situe le moi, où se situe la psyché. On l'a autrefois, très anciennement, situé dans le cœur, et puis on l'a situé dans le cerveau, et puis aujourd'hui qu'on investigue le cerveau et qu'on recule finalement les limites de tout ce qui était autrefois mystérieux, spirituel, etc., on se dit, oui, où se situe effectivement la personnalité, où se situe le jeu? C'est une vraie question. Alors certains pronostiquent sa disparition. D'abord parce que le corps serait amené à disparaître, remplacé par la machine, remplacé par l'ordinateur, les contenus du cerveau transplantés sur un disque dur, et puis aussi pronostique sa disparition parce que les intelligences artificielles seraient à même de non seulement reproduire les comportements humains, mais aussi d'en inventer à eux des propres, etc., à elles des comportements propres, etc. Bon, tout ça, évidemment, sont des visions futuristes. La question de l'identité, c'est la question, évidemment, je dirais philosophique par excellence. Qu'est-ce qui fait le jeu? Voilà. Est-ce qu'il y a un jeu? Bon, est-ce qu'il y a véritablement un sujet? Ou est-ce qu'il n'y a que de la matière qui est balayée par toutes les découvertes et les progrès matériels successivement, etc. Alors, si la quête de notre identité passe par l'exploration systématique du cerveau, c'est la bonne partie donnée aux neurosciences, qui ont le vent en poupe. Mais n'y a-t-il pas là une sorte de néo-matérialisme qui n'avoue pas son nom, qui simplement se cache derrière l'évidence de la science, mais qui pose des problèmes considérables concernant simplement la définition de l'humain, la part de responsabilité, d'initiative, de création? Bien sûr, c'est-à-dire que et d'ailleurs, cette dualité est présente dans toute l'histoire des sciences et en particulier de la connaissance médicale. Mieux je connais le corps, plus je l'investigue, plus je ramène à des données matérielles ses contenus. Bon. Ça a été vrai de toutes les découvertes médicales qui, au fur et à mesure, ont révélé les secrets de la naissance, les secrets des viscères, et plus anciennement encore, les secrets des humeurs, les secrets des muscles, etc. Donc ça, c'est vrai. Plus j'investigue et mieux je connais, plus je ramène à des considérations matérielles, ce qui autrefois pouvait relever de considérations spirituelles, magiques, religieuses, etc. Dans le cas des neurosciences, elles poursuivent le processus d'examen des aires cérébrales, qui est un processus assez ancien, en localisant aujourd'hui des phénomènes qui autrefois relevaient précisément de l'inexplicable de l'humain, du mystère humain. C'est-à-dire qu'est-ce que aimer, qu'est-ce que créer, qu'est-ce que la mémoire, où sont les souvenirs, qu'est-ce que le don, la pitié, qu'est-ce que l'abstraction. Voilà, c'est ça qui faisait une certaine forme de ce mystère humain, une spécificité de l'humain, et petit à petit on s'aperçoit que tous ces comportements-là, que toutes ces initiatives relèvent matériellement, je dirais même assez platement, de localisation cérébrale. Ça pose un vrai problème parce qu'effectivement ça réduit l'être humain à n'être que du corps et donc à n'être que de la matière, ça le réifie. On constate ce qu'on pourrait appeler un aplatissement de l'âme sur le corps, une disparition de l'âme. Ça n'est pas la mort du corps ni l'adieu au corps, c'est la mort de l'âme, évidemment, puisque nous investiguons quelque chose qui est matériel. Et ça pose effectivement
Lorsque ces sciences-là sont érigées, là encore, en valeurs morales ou en conditions politiques, économiques ou éducatives, ça pose évidemment la question du rôle qu'on continue d'attribuer à l'éducation, à l'environnement, à la liberté individuelle, justement, et à cette capacité à tout sujet d'être unique, oui. Qu'est-ce que les neurosciences nous laissent justement de cette unicité, de cette spécificité de l'individu? Alors ajoutons évidemment qu'elles ont leur déclinaison dans une neurophilosophie, une neurothéologie, une neuroesthétique qui prétendent expliquer alors la créativité, l'intelligence, la spiritualité, les questionnements métaphysiques purement et simplement par une histoire de molécules. Mais je voudrais qu'on revienne sur cette idée d'identité, puisque l'identité est problématique. Sans doute l'identité a-t-elle toujours été problématique, mais elle l'est d'autant plus, par exemple, lorsqu'on s'interroge sur le statut de l'appartenance sexuelle ou de l'appartenance à un genre. Là, le qui suis-je et le que suis-je sont dans un décalage très problématique. On peut penser aux travaux très en vogue aux États-Unis, de Judith Butler, par exemple, mais c'est aussi le problème qui a été posé par le cas d'une athlète ou un athlète sud-africain. Alors c'est une athlète, Caster Semenya, qui donc vainqueur du 800 mètres au championnat du monde, tout d'un coup fait l'objet d'une interrogation et d'une enquête à la demande de ses pairs, demande qui relève purement et simplement d'ailleurs d'un délit de faciès, puisqu'elle aurait l'air d'un homme et qu'une enquête est menée par la Fédération internationale d'athlétisme sur l'appartenance sexuelle de cette jeune femme. Donc pour l'instant, quel est son genre? Et il nous a été dit récemment que nous ne saurions pas finalement ce qu'il en était de cette enquête-là et que la médaille d'or qu'elle avait gagnée lui serait conservée. Bon. Donc ça, c'est sur le point strictement factuel de l'événement et des points de vue des instances sportives. Bon. On peut dire plusieurs choses. Sur cette question du genre dans le sport, et en particulier sur ce cas-là qui a été traité avec une violence inouïe, parce que c'est une personne qui a 18 ans et que le monde entier, tout d'un coup, s'est préoccupé de son identité sexuelle avec une médiatisation, une espèce de récrimination des concurrentes, enfin quelque chose de très violent. Sur cette question-là, précisément, on peut dire que le sport et le monde du sport de compétition manifeste évidemment un certain conservatisme dans le sens où il est attaché à organiser des compétitions qui classent les gens, alors par appartenance de genre, bien sûr, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais qui pourraient aussi discriminer les valides et les handicapés, etc. C'est-à-dire qu'on voit que cette activité sportive et héritée du XIXe siècle est une activité classante, comme l'étaient beaucoup des activités du XIXe siècle, et qu'elle ne sait pas gérer, évidemment, là en l'occurrence, cette question du genre, parce que la règle sportive fait que les compétitions se déroulent dans un certain contexte et que les catégories d'âge ou de sexe ou de genre sont faites selon certains principes. Ça, c'est un point, un aspect des choses. L'autre aspect des choses, je dirais presque à l'autre bout du spectre, c'est l'idée que l'on puisse petit à petit débiologiser l'identité humaine, c'est-à-dire cesser de l'attacher à des fonctionnements naturels, à des héritages naturels, aux héritages qui nous viennent des primates ou des animaux, débiologiser l'identité humaine, séparer par exemple le sexe de naissance et le genre féminin ou masculin, qui sont des constructions sociales. Bon. Alors ça, c'est effectivement une tendance, je dirais, forte de la philosophie et du féminisme américain. Et on voit par exemple Donna Haraway, dans son manifeste cyborg, nous dire que débiologiser, dénaturaliser l'identité humaine pourrait se libérer de cette appartenance à des genres stéréotypés et qui a d'une certaine façon, dans la mixité
du corps humain avec la technique, voire dans la mixité du corps humain avec l'animal, des perspectives futures en termes d'augmentation, mais aussi en termes d'identité humaine par rapport à la société. Donc ce cas particulier de Caster-Semenya peut être interprété à la fois à la lumière des fonctionnements classiques, traditionnels et conservateurs du sport, qui obligent à trancher des catégories, mais on peut aussi peut-être lui donner sens par rapport à ces études modernes qui visent à débiologiser l'appartenance sexuelle, qui visent à dénaturaliser les questions de la naissance, par exemple, ce qui conditionne évidemment des idées nouvelles en matière d'adoption, de parentalité, etc. Dans tout cela, où est le corps naturel s'il y a un corps artificiel? S'il y a un corps construit, c'est qu'il y a quelque chose que l'on doit construire. Est-ce le corps handicapé? Est-ce le corps non appareillé? Est-ce le corps non transformé à la mesure du genre qu'on se donne? Alors cette idée du corps naturel, elle est en particulier au cœur de la réflexion sur le dopage, puisqu'il a beaucoup été dit que ne pas se doper, c'était préserver un corps naturel et que les bonnes mœurs sportives voulaient qu'on reste dans le naturel et qu'on rejette l'artificiel que représente le dopage. Et d'ailleurs, dans toutes les définitions du dopage par la loi depuis 1965, on a cette idée que le dopage est une amélioration artificielle de la performance, comme si au passage, tout ce qui améliore la performance dans le sport n'était pas déjà artificiel. Bon. Alors cette idée du corps naturel, évidemment, on s'aperçoit, plus on réfléchit aux améliorations médicales, plus on réfléchit à l'augmentation possible du corps, et plus d'ailleurs, fondamentalement, on réfléchit à ce que c'est que cette imbrication nature-culture dans le corps humain, les apprentissages humains et l'identité humaine, on se demande si ce corps naturel, c'est pas un petit peu comme le retour à la nature et l'idée de nature chez Rousseau, c'est-à-dire effectivement une idée qui fait sens, qui fait limite, mais qui n'est pas effective dans la réalité, car le corps naturel, il n'existe pas. Et plus avant, on se demande même si ce que l'on pourrait entendre comme un corps naturel, bien que difficile à définir, c'est-à-dire un corps qui ne soit, ou le moins possible, pas fusionné avec des artifices, des aliments, des substances, etc. On se demande si ce corps-là, ça n'est pas le corps handicapé de demain, car le corps amélioré, le corps performant, c'est celui qui bénéficiera soit des exosquelettes, soit des implants, soit de l'insertion de nanotechnologies visant à contrôler des fonctions ou des organes. C'est un peu ce que nous disent les transhumanistes, c'est-à-dire que l'humain n'est pas encore au summum de son potentiel et que la technique est là pour augmenter justement par des artifices toutes ces potentialités humaines. Et à ce moment-là, effectivement, le corps naturel apparaîtrait comme un corps déchu. Voilà. Mais il est déjà difficile à définir et à trouver. Qu'on ne se méprenne pas, vous n'êtes pas technophobe, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de dresser le tableau d'un désastre annoncé vers lequel on irait inéluctablement, ni une catastrophe ou une apocalypse. Si catastrophe fils il y a, il doit être éclairé. En d'autres termes, il n'y a pas de technophobie. Pourtant, il y a une tradition philosophique très ancrée et très forte, en particulier en France. On peut penser à Heidegger, par exemple, sur une sorte de dissociation entre la technique et l'humain, comme si la technique était déshumanisante par essence. Alors je ne suis absolument pas dans cette dynamique-là, d'abord parce que sur le plan strictement factuel, on l'a dit, l'augmentation de l'espérance de vie, l'amélioration des conditions de santé, de confort des individus que nous sommes dans les pays dans lesquels nous vivons, c'est quand même quelque chose qui me paraît important par rapport, encore une fois, à des siècles passés. La deuxième chose, c'est que je pense que l'être humain est technique par essence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté un être humain pur ou naturel, justement, pour employer à dessein des termes très complexes,
et puis de l'autre côté une technique aliénante. Je pense que l'être humain, il est technique par essence, et que dès lors qu'il a pu prolonger sa main d'un outil, dès lors qu'il a pu graver, créer, etc., on était déjà dans un univers complètement technique qui s'est amplifié avec l'invention de la machine, qui s'est amplifié aujourd'hui avec l'invention des technologies. Ce qui pose question aujourd'hui, et ce qui souvent fait réagir certains de cette manière technophobe que vous dites, c'est qu'on a le sentiment que la technologie a tellement envahi nos univers, a tellement envahi nos villes, nos moyens de nous déplacer, de communiquer, modifiant les représentations à l'espace et au temps, modifiant notre rapport à la vitesse, modifiant nos conditions de travail, que effectivement, on peut parfois avoir le sentiment que l'être humain est dépassé et qu'il est dans ce rapport avec la technique, dans un rapport d'aliénation. Il ne faut jamais oublier aussi tout ce que cela permet et ne pas perdre la perspective que l'être humain, c'est un être en mutation constante, en évolution. Il n'est pas une fois pour toutes figé dans une naturalité ou une animalité quelconque. Il est en évolution. Et lorsqu'on voit, par exemple, les enfants jouer avec les jeux vidéo dont ils sont friands, dont ils sont parfois addicts, eh bien, on constate malgré tout que leurs représentations justement de l'espace sont considérablement améliorées, qu'un certain nombre d'aptitudes motrices sont décuplées et que des choses se modifient. Nous sommes dans un rapport de modification du corps et de modification de l'être humain par rapport à ses environnements et à ses modes de vie. C'est ça qu'il faut retenir, avec l'espoir et la volonté qu'il y ait un véritable pouvoir de choix, de capacité de choix justement, qui permette de trancher entre la technique qui est une amélioration et celle qui est une aliénation. Mais cette question, ce pouvoir de choix, existe dans le cas de absolument toutes les découvertes scientifiques. Il y a toujours un aspect qui peut être utilisé positivement et un autre qui peut l'être négativement. On pourrait retracer l'histoire de toutes les découvertes. Donc c'est là que je situe le rapport à la technique, dans cette considération que l'être humain est technique par essence, qu'il est là dans des dimensions que probablement il n'a jamais expérimentées, mais qui sont des dimensions aussi de son évolution auxquelles il a non seulement à s'adapter, mais qu'il a aussi à choisir. C'est-à-dire qu'on est là, pour le coup, de l'ordre de la décision.